Aujourd'hui, nous conduisons la toute nouvelle Skoda Superb ici, dans la nouvelle génération, et avec Thomas Nautico Fuel en 4K, plein écran, en pleine longueur, allons-y avec la Superbe. Berline, haillon, limousine, fastback, sportback, liftback parce que cela vient de l'extérieur de la forme berline avec une silhouette élégante. En Allemagne, en effet, nous disons limousine. En République tchèque, par exemple, aussi. Mais vous pouvez aussi dire liftback ou fastback parce que celui-ci a une sorte d'ouverture de type brake, donc très pratique. En même temps, vous avez la forme plus centrale à l'extérieur. Il y a aussi le brake disponible, la version familiale de la Superbe. Oui, la Volkswagen Passat, fabriquée dans la même usine, n'est désormais disponible qu'en version brake. Avec la Superbe, vous pouvez toujours choisir les deux, et je trouve ça vraiment cool parce que l'extérieur est vraiment joli et classique. En même temps, c'est plus aérodynamique. La valeur CD est de 0,23, donc c'est mieux qu'avec le combi ou le brake. Cela signifie que celui-ci pourrait aussi être plus économe en carburant. Oui, et en ce qui concerne le style à l'avant, vous pouvez voir ici la calandre Škoda. Il y a ses formes verticales, la garniture de sélection, le niveau de finition intermédiaire. Voici où tous les capteurs sont cachés. Et ensuite, les phares, ils se rejoignent comme en une seule unité, joli LED matriciel optionnel. Et ils ont cet aspect cristallin à l'intérieur, la longueur est de 193 pouces, de taille assez importante ici. Également un peu allongé en empattement. Des roues de 16 à 19 pouces, celles-ci sont des roues de 18 pouces, donc elles donnent déjà un joli look. Je pense que 17 marcherait. Confort, option DCC+, comme on le dit maintenant, technologie à deux soupapes avancées, Volkswagen l'appelle DCC Pro. Il l'appelle DCC+. Et c'est pour vous apporter plus de sportivité et de confort en même temps. Avec cette suspension adaptative, elle varie selon le mode. Et oui, moi personnellement, je préfère ce style de construction de berline extérieure ici pour la Superbe. Ça a juste l'air très, vous savez, élégant, je trouve. Ensuite, la nouvelle signature lumineuse à l'arrière aussi, un peu divisée avec un grand lettrage Skoda très en évidence juste ici. Qu'en pensez-vous? Tu préfères aller pour le combi ou celui-ci? Et en bas, pas de faux échappements du tout. Alors j'aime vraiment beaucoup ce design très épuré qu'ils ont ici pour la Superbe. Regardez ces indicateurs de direction, ils sont vraiment beaux, non? Très propre en fait aussi. Donc oui, côté design, je pense que c'est sans aucun doute. Si vous avez le Matrix LED, regardez ça. Vous avez aussi ce clignotant séquentiel ici à l'arrière. Cela semble vraiment impressionnant. Donc en termes de design, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et vous pouvez toujours obtenir un essuie-glace arrière en option. Celui-ci n'en est pas équipé, mais pour 150 €, vous pouvez obtenir en supplément un essuie-glace arrière. Oui, côté design, ça a l'air toujours plus propre, mais certains préfèrent vraiment avoir un essuie-glace arrière et ils l'offrent au moins. D'autres nouvelles sont à venir dans l'intérieur. Et voilà, à l'intérieur des portes, ici, nous avons une belle structure. C'est aussi assez doux. Puis ici, sélection de la garniture loft. Donc la sélection de la garniture et de l'équipement intérieur du loft. Ici alors, c'est plus doux pour ton coude. Aussi, ce qui est bien ici, revêtement en feutre pour l'intérieur des portes. Et ce n'est pas seulement le devant, je peux vous montrer tout de suite. Cela concerne aussi les portes arrière. Nous avons une cabine en feutre à l'intérieur et même la BMW série 5 ne peut pas faire cela. Et vous savez qu'à la fin de la journée, nous finirons avec la moitié du prix d'une BMW série 5. La question est, qu'est-ce qu'on obtient? Aussi, joli bruit de porte à l'arrière et aussi à l'avant. Donc en termes de qualité, une très bonne première impression. Le volant est, pour ainsi dire, sans rayon dans la partie inférieure. Forme intéressante. Pas encore d'alternative à la peau d'animal pour le volant, cependant, pour les sièges, il y a de bonnes alternatives. Si obtenez un siège en tissu noir de base, ici, niveau intermédiaire. À l'arrière, il y a un tissu gris confortable. Il y aurait un intérieur en microfibre grise ici, dans cette très belle finition. Celui-ci, on l'a eu la dernière fois avec le combi. Très bon confort ici, en effet. 189, 6 pour 2, il reste encore assez de marge. Il y a aussi un toit panoramique disponible, mais celui-ci n'en est pas équipé. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'ici, nous avons un toit lumineux. Donc tout est lumineux dedans. Et je préfère cela à la garniture de toit noir. Regardez ici cela. Cela ne peut pas être allongé. Parfois, ceci peut être long, tu sais, volant vers l'intérieur et l'extérieur, en haut et en bas, manuellement, mais un processus très fluide. Et nous avons encore beaucoup de contrôle manuel. Une manette séparée pour le régulateur de vitesse, par exemple. Ici, je contrôle les essuie-glaces et voici le clignotant. Donc, par exemple, ici, bouton pour le volant chauffant.
À droite, j'ai un bouton de contrôle pour le système de navigation complet. Désactiver certains systèmes d'assistance, etc. Cette molette ici, l'une est pour le volume, donc ça a l'air bien pour l'interface utilisateur, mais il y a plus, regarde ça ici. Ces éléments verticaux ressemblent à une calandre. Et puis, c'est vraiment charmant ici dans cette finition loft, avec tous ces détails soignés et cette ambiance unique qui règne. Le tissu gris que l'on voit ici autour, quel beau travail. Un véhicule de qualité supérieure. Cette structure ici, c'est également sympa et la boîte à gants est aussi amortie lorsqu'elle tombe. Et une interface utilisateur manuelle en bas. C'est aussi différent de la Volkswagen Passat où vous n'avez pas ça. Ici, par exemple, et peut-être que ça pourrait être mieux attaché, mais je suis content que nous ayons cette interface. On clique une fois, puis je peux changer le chauffage du siège. Clique encore une fois, retournez à la température encore une fois, et vous pouvez aussi entendre, quand vous choisissez cela ici séparément, dans l'unité de climatisation, vous maintenez et puis vous synchronisez à gauche et à droite dans la partie centrale. C'est pour sélectionner les modes de conduite pendant la conduite, par exemple le mode sport, cliquez encore une fois, zoomez sur la carte, encore une fois la force de la ventilation par exemple, et encore une fois pour le volume, mais vous pouvez aussi le sélectionner dans le système d'infodivertissement si vous voulez une ou deux choses sur cela. Alors console centrale, glissez ici pour ouvrir. À l'avant, il y a une plaque inductive, aussi refroidie, mais je dois dire, le smartphone chauffe encore. Alors probablement que la connexion par câble est meilleure. Cependant, vous pouvez voir ici l'Apple CarPlay. Android Auto est sans fil ou avec câble. Vous pouvez maintenant le sélectionner. Quelle avancée pour le logiciel? Enfin, c'est de nouveau bien utilisable. Ça pourrait être un peu plus rapide, oui, mais il y a un nouveau back-end pour celui-là. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser. Par exemple, le système d'assistance ou l'alerte de vitesse, vous pouvez aussi les désactiver rapidement là-dedans. Mais c'est aussi possible avec les instruments. Je vais vous montrer ça très bientôt et le DCC Pro peut également être configuré individuellement ici dans le système d'infodivertissement. Cela signifie que je peux régler pour un confort maximum ou un réglage sportif. Ainsi, vous pouvez tout régler de manière plus individuelle qu'avec les modes de conduite. Ensuite, il y a aussi un beau tissu ici pour ton bras, pour ton coude. Et ensuite, tu as plus de rangement en dessous. C'est comme ça. Essuie-glace, microfibre ici pour nettoyer l'écran comme ça. Vous pouvez utiliser ça. Oui, pas obligé. En dessous, plus de séparateurs ici à l'intérieur. Donc, tu es plutôt flexible avec ça, même si je ne trouve pas ça très pratique. Oh, regarde ça. Oui, Léa l'a découvert toute seule. Je regardais ça comme pourquoi donc? Mais évidemment, comme une carte de parking ou quelque chose, comme un capteur, ils rentrent ici. Et puis, vous pouvez simplement les cacher là. À part ça, bien sûr, vous pouvez à nouveau les mettre là-haut. C'est aussi possible. Donc, un très joli cockpit, surtout ici avec le style en tissu gris appliqué sur les sièges et le tableau de bord. Je trouve que c'est une belle idée. Ensuite, pour les instruments numériques, tu peux sélectionner les différentes vues. Je préfère cette vue classique et vous avez aussi un superbe affichage tête haute. La sélection des vitesses est ici. Conduite en avant, marche arrière et P sur le côté. Cependant, ici, lorsque vous utilisez la climatisation, vous avez ces jolies superpositions qui montrent ce que vous faites. Ceci est le GPS interne de la voiture. Et maintenant, je pensais qu'il était réparé parce que j'ai vu ça avec l'Octavia. Quand je suis dans le GPS de Google Maps, l'écran devient noir. Oh, tu peux voir Léa dans le reflet. Bonjour. Donc, c'était un problème avec le système d'infodivertissement superbe. Mais comme je l'ai dit, dans l'Octavia, c'était différent. Et c'est pareil aussi quand on va, par exemple, sur Apple Maps, comme ici, et ensuite on utilise la clim, le vert devient noir. Oui, je veux dire, dans l'Octavia, comme je l'ai dit, c'est réglé. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait ici pour la Superbe. Du luxe dans un véhicule abordable, c'est ce que la Superbe essaie de faire. Ça marche? Tiens, regarde ça. Portières arrière. Vous avez une structure ici et c'est aussi doux au toucher. J'aime ça. Ensuite, tu as ici le store manuel, aussi bon à avoir. Beau tissu gris à l'intérieur. C'est aussi doux au toucher ici. Donc quand tu fermes la porte et ainsi de suite, peut-être que tu l'as heurté de l'intérieur à un moment donné. Vous avez assez d'espace pour les jambes ici. Regarde ça. Il y a énormément de place pour les jambes. Ici, au milieu, une climatisation arrière, même le chauffage des sièges, par exemple. Il n'y a pas de chargeur dessous, mais ils sont sur la partie supérieure pour être plus pratiques et accessibles. Très bon confort d'assise ici pour l'arrière. Ici, tu as vraiment une bonne garde au toit.
Oui, dans la berline, bien sûr, c'est un peu moins que dans le break. Il y a toujours beaucoup de place pour la tête, tellement confortable. Et puis, c'est comme, oh ouais, d'accord, ouais, c'est ici. Et voici un porte-couverture. Donc, pourquoi pas, mais bien sûr, vous pouvez aussi simplement le mettre dans le coffre et puis vous pouvez le maintenir ici. Ils ne sont pas adaptatifs, ces porte-gobelets quand même. Et puis, il y a la trappe à ski juste là pour accéder aussi à l'arrière. Oui, donc en effet, très bien utilisable à l'arrière. Qu'en est-il du cinquième siège? Oui, c'est un peu plus rigide que depuis le siège. Ça fonctionne bien en termes d'espace, aucun problème. Qui aurait deviné qu'ici, dans l'appui-tête, se trouve la fonction préférée de Léa parce que, je veux dire, d'habitude, oui, Léa endormie. Quand elle est à l'arrière, elle peut utiliser ses cornes pour dormir et puis, oui, et la couverture, oui, et la couverture. Donc c'est une bonne combinaison alors? Oui, donc c'est en fait assez cool que ta tête soit bien maintenue, que tu n'aies pas de douleur au cou. Bonne idée surtout pour les familles, enfants à l'arrière et ainsi de suite. Un isofix de chaque côté extérieur et vous le poussez vers l'intérieur, puis vous pouvez l'installer, ça ne bouge pas, donc ça sur les sièges extérieurs chacun. Et à l'avant, il y a un siège passager avec un ancrage supérieur. Et y a-t-il isofix sur le siège avant? Est-ce que oui, aussi isofix ici sur le siège avant. Quant au coffre 645 litres, ce n'est pas beaucoup moins que dans le combi, parce qu'en comparaison avec les stats, vous perdez juste un peu de surface ici. Ici, en haut, c'est alors pour des vestes amples, par exemple. Et c'est un peu différent de l'Octavia, parce que dans l'Octavia, vous le laissez pendre, mais ici, vous le repoussez simplement. Et peut le rouler ou le faire glisser comme ça, et aussi le rendre un peu plus grand. Donc je pense que c'est une solution intéressante. Et oui, j'ai trouvé que c'est vraiment bien pour les vestes où ça peut aussi être utilisé, surtout quand les vestes sont mouillées, par exemple, ou peut-être pour un parapluie mouillé ou quelque chose comme ça. Attends une minute. Ah voilà. Parce que cette chose ne devrait pas manquer. C'est le fameux parapluie Škoda. Le petit sentiment d'être aussi un peu Rolls-Royce dans la Škoda. Quand vous appuyez une fois de plus, il se ferme. C'est donc une fonctionnalité pratique. Voilà. Oui, juste en le mettant encore une fois dans celui-là à nouveau. Cela peut vraiment... Oui, généralement, ça le fait pour moi. Oui, ça peut prendre du temps. Oui, je sais que les commentaires arrivent. Je sais quels commentaires arrivent. Merci pour ça. Tu peux prendre ce parapluie. Tu peux aussi, par exemple, y mettre une brosse à neige. C'est aussi possible. Retour au coffre. Ici, vous pouvez aussi plier ça et ça. Alors, réfléchissez. Mais ici, je veux vous montrer combien de bagages nous avons là-dedans. Et même celui-là, ce bagage semble complètement perdu car franchement, il est vraiment très grand. Pour moi, c'est génial car vous avez la flexibilité d'un break ou d'une familiale. En même temps, ici, regardez ça, vous pouvez tout charger et vous avez le bel extérieur. C'est ici 1 mètre ou 40 pouces de large. Et la longueur ici est d'environ 120 mètres ou 47 pouces. C'est très impressionnant. Voici un filet. Vous pouvez également le désinstaller facilement comme ceci. Et en dessous, il y a bien plus d'espace, par exemple ici aussi pour ce pneu de rechange et d'autres outils. Et ici, en passant caché, se trouve un autre séparateur de coffre. Donc plus d'espace là-dedans. Et celui-ci, surtout quand le filet n'est pas là, tu le mets ailleurs et il tombe brusquement au sol. Ensuite, vous pouvez utiliser un séparateur qui, par exemple, empêche une valise de voler à travers le coffre. D'ailleurs, un bon test, c'est aussi quand il pleut vraiment beaucoup et qu'on ouvre le coffre, est-ce que la pluie tombe dans le coffre? Quand on l'ouvre, juste un peu légèrement, mais ici, oui, ça tombe juste ici. Et puis, en fait, pas trop mal, je veux dire. Tout est resté relativement propre et sec, heureusement. C'est le pare-brise chauffant de la voiture. Il fonctionne parfaitement sans fil visible. C'est un film spécial. J'adore cette solution parce qu'un pare-brise chauffant est super en hiver quand vous ne pouvez pas garer la voiture à l'intérieur. Pourtant, en même temps, moi personnellement, par exemple, quand je vois ces fils chauffants de la solution classique, ça me rend fou quand je regarde vers le ciel lumineux et ainsi de suite. Donc c'est une solution vraiment cool et innovante. Vous avez donc un large choix de possibilités. C'est le typique 2.0 TDI, 150 chevaux, un peu plus de 9 secondes pour l'accélération. Ici, la limousine, le fastback, le liftback et ainsi de suite. Vous comprenez? Cette version-ci est 0,1 seconde plus rapide à l'accélération que le brake,
que le modèle Estate. C'est donc plus aérodynamique, plus économe en carburant et aussi un peu plus rapide. Oui, la conduite ne comptera pas tellement les différences, mais quand même, c'est en fait la forme la plus astucieuse d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? À côté du 2,0 litres TDI, tu as un 1,5 TSI. Celui-ci a une technologie hybride et le plus puissant, un 2,0 litres TSI avec 265 chevaux et transmission intégrale. Ou bien vous optez pour la puissance diesel robuste en traction intégrale, ce serait l'alternative. De grandes nouvelles pour l'hybride rechargeable basé sur le 1.5 TSI, vous pouvez parcourir 80 km, 50 miles en mode électrique. Ainsi, le moteur hybride rechargeable est celui qui a le plus changé en fait dans cette génération. Donc c'était de 50 km à l'heure à 130 km à l'heure. Avec le TDI 2.0 litres, 150 chevaux, c'était la version de moteur la plus vendue dans la génération précédente et elle se vendra également très bien dans cette génération. C'est pourquoi il est important de savoir combien c'est puissant. 9 secondes pour l'accélération. Ici, dans la berline, comme je l'ai dit plus tôt, 0,1 seconde plus rapide dans les chiffres d'accélération que la version Brake et la version Combi. C'est très intéressant. Je pense que ces berlines sont meilleures en aérodynamisme, donc elles devraient être meilleures en consommation finale. Nous vous donnerons également une mise à jour, bien sûr, plus tard, ici à environ 120-130 km à l'heure. 70-80 miles à l'heure, on ressent déjà l'une des grandes différences par rapport à l'Octavia ici dans la Superbe. C'est bien plus silencieux et plus confortable. Oui, l'Octavia dans cette nouvelle dernière génération moderne est devenue comme un petit Superbe. Oui, mais il y a donc la Superbe est définitivement meilleure en isolation phonique. C'est donc la Škoda la plus silencieuse sur la route. Et c'est aussi leur véhicule d'autoroute 130 km à l'heure, bien sûr, c'est déjà une vitesse considérable. Et je pense que l'isolation phonique ici est déjà bonne et comme je l'ai dit, la meilleure de tous les modèles Škoda. DCC fait aussi du bon travail. En mode sport, ce nouveau DCC Plus est un peu plus rigide qu'en mode normal. En même temps, il fonctionne toujours dans un certain spectre. Donc, nous avons toujours confort et sport ici en même temps. Essayons le mode sport. Nous pouvons aussi revenir au mode confort. Et je peux facilement changer cela ici dans la partie inférieure. C'est un peu plus. Pour moi, comme un avantage par rapport à la Passat. La Passat et la Superbe sont fabriquées dans la même usine. Globalement, elles se ressemblent un peu, c'est sûr. Mais ici, en termes d'interface utilisateur, mieux avec la Škoda parce que vous avez ce cadran manuel. Donc, pour ajuster rapidement la température, vous pouvez utiliser aussi un cadran séparé en bas, vous voyez aussi. Oui, la Passat a le plus grand écran, c'est certain, mais comme je l'ai dit, en conduite, ils se sont rapprochés. Et j'aime la technologie à deux valves, ici pour le DCC+, pour la suspension adaptative en mode confort. C'est très confortable, mais en même temps, ça peut aussi être sportif. Et pareil en mode sport, vous changez juste un peu où ça roule exactement. Alors, je vais faire un tour. Voici le mode individuel que j'ai. Oui, en conduisant, ce n'est pas idéal car ici, vous pouvez passer d'un confort très agréable à un mode sportif. Avec les DCC, vous pouvez régler cela individuellement et j'aime toujours un réglage confortable de la suspension, tandis que la direction, je la règle sur sport pour avoir un peu plus de retour de la direction ici. Testons le changement de voie. C'est agréable, ça ne secoue pas et aussi bon contrôle direction, donc je suis content de la direction en général. En mode sport, j'ai juste un peu plus de résistance et je dois diriger un peu plus. Et pour moi, c'est une meilleure sensation que lorsqu'il est ici, par exemple, en mode normal ou confort, où c'est un peu plus doux, préférence personnelle, mais dans l'ensemble, très bon et un vrai véhicule autoroutier, très confortable. Et bien sûr, les systèmes d'assistance jouent un rôle. C'est une colonne séparée ici dans la partie inférieure où, par exemple, régler la vitesse, vous pouvez la reprendre ou l'annuler, et puis vous pouvez régler par petits pas d'1 kilomètre ou vous pouvez pousser un peu plus loin et ensuite faire des pas de 10 km vers le haut et vers le bas. C'est une solution simple. Les aides incluent le moniteur d'angle mort, vous l'avez peut-être vu clignoter. Ils sont très bons ici, les moniteurs d'angle mort. Il y a un pack de base avec des fonctionnalités simples
et un pack plus complet disponible, avec le stationnement automatique, ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Mais je prendrais peut-être le plus petit pack d'assistance pour économiser un peu d'argent, mais ensuite le moniteur d'angle mort et l'assistant de voyage inclus. Et l'assistance au voyage ne contrôle pas seulement la distance que vous avez avec la voiture devant vous, mais elle peut aussi s'assurer que vous restiez dans la voie et cela peut également être ajusté. Donc, par exemple, ici, une pression du pouce ici à droite, je peux activer ou désactiver l'assistance de voie. Si à un moment donné, vous n'aimez pas ça, vous voulez conduire plus sportivement et je n'ai plus envie d'utiliser l'assistance de maintien de voie, c'est donc une bonne solution de pouvoir facilement désactiver ces systèmes d'assistance. L'avertissement de vitesse peut aussi être facilement désactivé en 2 clics. Donc c'est aussi cool et je peux choisir l'assistant de voyage, je peux juste choisir le régulateur. Quand je suis ici avec l'assistant de voyage, la voiture reste dans la voie de manière fluide, donc il n'y a pas de mouvement brusque, etc. Un point grandement amélioré ici avec la nouvelle génération, c'est bien évidemment le tout nouveau système d'assistance. Voilà. Ici d'ailleurs, quand j'active le clignotant, le moniteur de l'angle mort clignote également. Oui, donc un véhicule d'autoroute très impeccable, sans aucun doute. Ici d'ailleurs, différence quand je suis en mode sport, fait un changement de voie, un peu plus de retour de la suspension. Mais comme je l'ai dit, tous les modes de conduite fonctionnent très bien, donc je peux aussi comprendre si vous le laissez peut-être en mode normal ou en mode personnel et que vous ne changez rien du tout. À l'aise? Oui. Globalement, expérience confortable, bonne en ergonomie. Nous venons d'avoir la Passat, en fait nous la conduisons chez nous en ce moment. Et la grande question alors est Passat ou Superbe? En termes de conduite, ils sont vraiment égaux. Je dirais plutôt que c'est la question de l'interface utilisateur et de la taille de l'écran. Donc la Passat a le plus grand écran, mais elle n'a pas l'interface en bas. Celui-ci a l'interface en bas et l'écran est un peu plus petit. Alors la question est de savoir si vous commandez l'écran plus grand ou si vous êtes heureux avec un écran plus petit. Je dirais que c'est l'offre du concessionnaire. Vous obtenez peut-être cette offre concise comme ça? Ouais. Et la Superbe, je veux dire, j'en ai configuré une et ma configuration est définitivement un peu moins chère. Cela pourrait donc aussi être un facteur à prendre en compte, par exemple. Mais oui, il se manie très bien, surtout sur l'autoroute, où nous avons également mis l'accent, parce que ce véhicule sera souvent sur l'autoroute. Et lorsque vous conduisez plus lentement et en ville, ainsi que dans les virages, est-ce que ça semble trop encombrant en ville? Non, en fait non. C'est très facile à manœuvrer, très facile à diriger. Et j'aime vraiment le réglage de la direction, surtout en mode sport. En mode sport, vous avez aussi un peu plus de frein moteur, par exemple, parce que les tours par minute sont plus élevés. Cela peut aussi aider, par exemple, et vous voyez ici, quand vous prenez les virages, le volant suit vraiment très bien le virage. En fait, c'est amusant à conduire. Donc ce n'est pas seulement un bon cruiser pour l'autoroute. Est-ce que ça semble trop grand à un moment donné? Oui, comme je l'ai dit, pas ici. Juste quand vous êtes dans un parking étroit ou quelque chose comme ça, vous pouvez vous sentir comme, d'accord, ça devient de plus en plus long de génération en génération. Ensuite, vous devez diriger d'avant en arrière un peu pour ne pas endommager les roues et ainsi de suite. Mais en conduite urbaine normale, et tant que vous connaissez vos places de stationnement, ce n'est vraiment pas un problème. Ici aussi vraiment bien dans ces virages. Oui, en fait aussi amusant à conduire. Oh waouh, ça c'était de 0 à 90 km à l'heure avec le TSI 2 litres, 265 chevaux, 5,6 secondes pour atteindre 100 contre 5,8 avec le combi. Donc ici la différence est de 0,2 secondes. Très impressionnant. Et oui, je veux dire, même si la route est mouillée, l'accélération était parfaite, très bonne adhérence, très bonne traction. De plus, le volant ne bougeait pas, donc j'avais un excellent contrôle sur le véhicule, ce qui m'a donné davantage de confiance. C'est bien sûr là que le système de traction intégrale joue vraiment un bon rôle quand vous accélérez, même dans des conditions comme celle-ci, ou peut-être comme la neige ou quelque chose en hiver, et ainsi de suite. Et la différence d'accélération est très notable puisque c'est comme plus de 9 secondes avec le 2 litres TDI dans la version 150 chevaux que nous avions plus tôt. Donc, oui, plus de 3 secondes ou 3 secondes et demie, c'est la grande différence. Et bien sûr, cela se remarque très nettement. Il se passe beaucoup plus de choses, surtout ici en montée.
Un magnifique style sportif, même en mode sport. La direction réagit encore beaucoup mieux. La route est mouillée maintenant, donc le système intégral améliore l'adhérence. C'est une plateforme à traction avant puis arrière à la demande, offrant une flexibilité optimale. Mais bien sûr, dès qu'un dérapage est détecté à l'avant, plus de puissance est envoyée aux roues arrière et cela est évidemment très utile lorsque vous avez des routes très glissantes, par exemple aussi en hiver. À part cela, dans la plupart des cas, la traction avant suffira. Le moteur s'avère tout simplement plus vif, surtout quand vous êtes dans des virages serrés et que vous voulez rapidement accélérer. Tu n'as pas besoin d'attendre aussi longtemps pour que le turbo se mette en marche. Consommation ici avec le 2 litres TSI, 7 litres au 100 km, donc 2 litres de plus sur 100 km par rapport aux 2 litres TDI avec 150 chevaux environ. Bien sûr, c'est comme, vous savez, un moteur plus lent comparé à la spécification, mais 2 litres quand même, ce n'est pas une grande différence. La différence d'une voiture plus haute quand on va vraiment vite sur l'autoroute, là, bien sûr, le 2 litres TDI est juste plus efficace. Consommation, 5 litres au 100 km. TDI de 42 litres en traction avant, 150 chevaux. C'est difficile de faire mieux. Quand vous vous asseyez dans le véhicule, vous avez un réservoir plein et vous pouvez rouler 1000 km ou 600 miles sans refaire le plein. C'est très impressionnant. En effet, cette forme aérodynamique, associée à quelques ajustements du moteur pour cette génération, fonctionne très bien. Un véhicule vraiment efficace. Et c'était, ouais, une vitesse plus constante. Mais nous conduisons depuis longtemps à 130 km à l'heure, soit 80 miles à l'heure sur l'autoroute. Et cette consommation pour cette vitesse est vraiment impressionnante. Oui, les prix sont intéressants. Nous avons eu la Škoda Octavia, ce qui est maintenant beaucoup plus cher que le lifting avant phase. Donc, niveau prix, ils se sont rapprochés maintenant. Et vous avez dit, pouvez-vous nous dire les différences? Octavia Superbe, pour moi, la principale différence est qu'elle est plus silencieuse, même à grande vitesse. Pour moi, la plus grande différence, à côté bien sûr de plus d'espace, et ici, les prix commencent à environ 38 500 euros. En Allemagne, c'est un prix de référence, et quand il est configuré ici comme spécifié, peut-être comme une version intermédiaire avec quelques extras importants, vous pouvez atteindre environ 55 000 euros, et alors vous avez un véhicule très très bien équipé. Il peut être plus cher avec les meilleurs moteurs, et ainsi de suite, et avec tous les extras, environ 60 000 euros. Mais en considérant combien d'espace, combien de raffinement à l'intérieur, c'est en effet très impressionnant. Et un concurrent premium dans un segment équivalent comme une Mercedes classe E, une BMW série 5 en termes de taille, est au moins 2 fois plus cher. C'est la chose la plus impressionnante ici à propos de la Škoda Superbe. Oui, surtout ici, j'adore vraiment la version Hayon ou limousine.